Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com avec nos 500 audios sans publicité sur Odyssée, donc pensez à vous abonner, merci. Et pour cette 78e capsule, je vais vous parler de la dissonance cognitive. Alors la dissonance cognitive est un élément de la psychologie sociale qui a été élaboré donc en théorie en 1957 et qui nous permet de comprendre que nous n'agissons pas, nous êtres humains, de manière tout à fait relationnelle et rationnelle. Relationnelle oui, mais rationnelle non. Et 90% de nos décisions sont rarement rationnelles. Donc, en clair, la dissonance cognitive va faire écho à cette histoire d'exorcisme dont je vous ai parlé dans la capsule précédente, la capsule 77 et la capsule 76 sur les entités. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne vit un conditionnement durant son enfance, qu'il soit familial, religieux, professionnel, politique ou autre, cette personne va intégrer ce qu'on appelle des croyances, des valeurs, et va donc intégrer tous ces éléments de structure psychique dans son vécu, objectif et subjectif. Bien sûr, la vie est tatillonne et elle aime bien aller dans le détail. Et pour nous aider à grandir, elle nous envoie des fois des informations ou des expériences qui sont totalement à l'opposé de notre structuration psychique, de nos croyances, de nos comportements et de nos émotions. Lorsque ces événements arrivent dans notre vie, il y a ce qu'on peut appeler une dissonance cognitive, puisque ces informations du réel vont s'opposer à notre programmation de soumission à l'autorité. En clair, pour le cas de cette personne que j'ai accompagnée et qui pensait être possédée, alors possédée par qui, par quoi, on ne l'a jamais vraiment su, ni elle ni moi, mais en tout cas, ça faisait bien appel à ce que j'appelle la dissonance cognitive. Effectivement, cette jeune femme, d'une trentaine d'années, souffrait de compulsions alimentaires et d'anorexie. Elle avait un très mauvais rapport aux autres et aux hommes en l'occurrence, un très mauvais rapport à la sexualité en général et à sa propre sexualité. Et bien sûr, c'était le fruit de son éducation, de sa religion, et donc elle s'interdisait tout rapport social et sensuel avec les hommes. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis sa plus tendre enfance, on lui a fait comprendre que c'était sale, que c'était inapproprié, et que peut-être une loi divine allait la punir si elle s'autorisait à jouir, à profiter de son corps et de la relation. Donc bien évidemment, cette personne a dû trouver, du fait de cette dissonance cognitive entre ses pulsions sexuelles à l'adolescence, et c'est souvent d'ailleurs à cet âge-là que la possession intervient, et la réalité de sa croyance limitante, elle a dû trouver une solution. Donc, dissonance cognitive signifie que notre psychisme est en danger et nous devons absolument retrouver notre équilibre, notre homéostasie. Donc, la théorie de la dissonance cognitive veut qu'une part de nous va inventer, créer ou modifier la réalité pour retrouver cet équilibre psychique. Donc, cette femme a trouvé comme solution, et c'était totalement cohérent avec sa religion et sa croyance, d'une possession. Elle était possédée par un esprit malin, sexuel, qui voulait absolument l'obliger à vivre des expériences sexuelles de domination. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu, de la maltraitance, de l'abus, de la violence sexuelle. Mais ce n'était pas elle qui provoquait ou qui vivait ces expériences. Elle s'était comme dissociée et attribuait cela à une part d'elle-même qui était envoûtée, possédée. Comment aider une personne qui est dans une telle souffrance, dans une telle dissociation et dans une telle croyance de possession? Eh bien, en tant qu'accompagnant et thérapeute, j'ai validé, ça peut paraître étonnant, mais j'ai validé sa croyance et je lui ai fait comprendre qu'effectivement, une part d'elle était totalement saine et une autre part d'elle était peut-être totalement possédée. Et qu'il fallait que nous fassions un exorcisme pour la libérer, cette part possédée, et la réintégrer comme une part d'expérience. Alors, inutile de vous dire que cette personne était très fatiguée, avait des cernes, était dans un état d'anxiété, de fébrilité extrême, mais en la confrontant à sa part sombre, elle a fini par lâcher prise. Et c'est en cela que l'hypnose est un outil vraiment extraordinaire, quelque chose de très efficace, puisque nous n'allons pas travailler avec le mental qui se protège, mais bien avec l'inconscient et le soi qui veut se libérer. Donc, dans un état de transe, le contrôle du mental diminue fortement, puisqu'il n'est pas jugé par l'accompagnant, il est au contraire accompagné par bienveillance, je dirais un environnement sécurisé, et là, l'inconscient accepte de lâcher cette croyance de possession.
Alors inutile de vous dire que la séance a été sportive, que cette femme elle est tombée de sa chaise, s'est mise à hurler, à rouler sur elle-même, les yeux exorbités, je voyais le blanc de ses yeux. Quant à moi, bien sûr, je prenais sur moi avec beaucoup d'énergie pour rester calme, serein, et à entrer dans son schéma de croyance pour la démoniser, la libérer de cet esprit malin, de ce démon qui l'obligeait à se soumettre à toutes ces violences sexuelles. Ça a pris quelques minutes. Elle était dans un état de fatigue extrême à la fin de ce pseudo-exorcisme. Elle transpirait, elle était épuisée, mais c'est peut-être miraculeux. Son regard est revenu, le regard de la vraie personne. Un sourire profond s'est installé sur son visage. Elle était exténuée, mais libre. Il m'a fallu ensuite ancrer ce sentiment de liberté en elle, ancrer cette lumière qui avait modifié son visage. C'est très impressionnant, car le corps réagit très vite à une modification émotionnelle et à un changement de croyance. Cette dissonance cognitive a disparu. Non pas parce que je l'ai minorée, non pas parce que je l'ai relativisée ou effacée par miracle, bien au contraire. Je l'ai accueillie, je lui ai donné toute sa place et j'ai démontré à son psychisme, à son inconscient, que cette protection n'était plus utile, que cette femme n'était plus une enfant, plus une adolescente, et qu'elle pouvait dépasser sa blessure d'abus, d'humiliation, et qu'elle pouvait en faire une force pour devenir une femme sensuelle, libre. Et c'est exactement ce que son inconscient a choisi. Reprogrammer cette brutalité, cette violence de l'adolescence pour en faire une force d'expérience, un apprentissage qui l'a rendue plus libre, plus forte, plus sage. La dissonance cognitive existe dans notre quotidien. Elle est le fruit, je dirais, de notre soumission. Et plus nous sommes soumis à l'autorité, aux médias, plus la dissonance cognitive est violente, puissante. Comment en sortir? La première étape, c'est de prendre conscience que quelque chose vient d'heurter nos croyances, nos valeurs. Comment? Je décide de ne pas soigner les non-vaccinés. Comment? Je décide d'éviter les personnes qui refusent la doxa généralisée. Est-ce que je suis encore un être humain digne de ce nom? C'est très troublant, c'est très perturbant. Et je peux comprendre que vous, comme moi, nous soyons tombés dans ce piège. Mais ce qui est important, c'est d'en sortir. Et nous avons, grâce à notre esprit, notre soi et notre cœur, toute la force et l'énergie nécessaires pour en sortir. Le dominant passe son temps à nous mentir, à nous mettre dans cette situation de dissonance cognitive, où notre ressenti diffère de nos croyances. Et plus fort encore, le dominant nous fait croire que c'est notre faute, que nous sommes coupables, responsables, que si nous ne prenons pas soin de nous vacciner, nous allons tuer nos proches. C'est totalement absurde, puisqu'un vaccin est censé nous protéger et qu'une personne en bonne santé ne peut contaminer personne. On n'est pas obligé de le croire. Regardez la science. Cette dissonance cognitive, nous la vivons tous au quotidien, sur le plan mental, émotionnel, comportemental et même spirituel. Lorsque nous ressentons ce déséquilibre en nous, cette anxiété, de deux choses l'une, où nous devons faire évoluer nos croyances, apaiser nos émotions, changer nos comportements, ou simplement défendre de manière sage, subtile et puissante ce qui résonne de manière juste dans notre cœur. Rappelez-vous, votre esprit et votre cœur sont les seuls véritables maîtres de votre vie. Votre mental, votre ego, essaye de vous protéger, de vous garantir la survie. Et c'est à cela que sert la dissonance cognitive. Mais un être aligné, ancré, ouvert à la vie, un être qui s'interroge, se questionne, s'informe, un être curieux, ne peut jamais être pris au piège de la dissonance cognitive, car il remet tout en question. Et c'est exactement ce que l'école républicaine qui m'a éduqué m'a appris. Ne rien prendre pour argent comptant. Pas plus que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, que ce que vous racontent les médias. Faites-vous votre propre opinion.
N'acceptez pas les réflexes de votre ego et de votre mental comme une vérité absolue. Parce que simplement il répète, comme un perroquet, ce qui semble être rassurant pour lui. Mais rappelez-vous, votre mental ego n'est pas dans la vie. Il est dans la survie. Si vous voulez revenir à votre vraie vie, écoutez votre cœur. Acceptez de relativiser, de nuancer vos croyances. Et vous verrez que votre cœur, votre corps se réharmoniseront instantanément. Et parfois, c'est émouvant de revenir à la vie, de prendre dans ses bras des gens que l'on a jugés, repoussés, éloignés, parce qu'ils ont refusé de se soumettre à l'autorité. Prenez-les dans vos bras, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ça leur fera tellement de bien. Et s'ils refusent, envoyez-leur tout votre amour, car ils vivent une dissonance cognitive violente, dont ils ne sont pas totalement responsables. Tout est co-création. Et par l'amour et la bienveillance, on peut amener chacun et chacune à s'éveiller à lui-même. Laissez le jugement aux gens qui ne réfléchissent plus. Et restez libre dans votre cœur comme je le suis dans le mien. Et libre, plus de dissonance cognitive, ou en tout cas beaucoup moins. Merci. Namaste.